Nous entamons aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle chronique mensuelle, celle-là, une nouvelle émission, en route vers 2012. C'est parti, merci Hélène. En route vers 2012 aujourd'hui avec Marine Le Pen qui a accepté notre invitation. On l'en remercie. La formule de cette émission, deux salves d'interviews avec, pour commencer, face à vous Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Gérard Leclerc et Denis Jeanbart, bonjour messieurs. Bonjour. Dans un deuxième temps, nous parlerons un peu plus politique. Là, nous allons aborder surtout l'économique et le social. Nous parlerons davantage politique encore avec Christine Claire et Yves Tréhard. Nous commençons, il est 8h40, c'est ce premier objectif 2012. Je vais vous poser une question, Marine Le Pen, pour ouvrir les débats. La même question que je poserai à tous les invités de ce rendez-vous. Vous êtes candidate aux élections présidentielles. Alors imaginons que vous soyez élu. En deux mots, à quoi ressemble la France en 2017 au terme de votre premier quinquennat? Qu'est-ce que la France vous doit en 2017? Qu'est-ce que vous avez changé? La France ressemblera à la France, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. À un pays où... chacun peut avoir la possibilité d'acquérir une prospérité s'il y met la force de travail nécessaire, à un pays dont j'espère qu'il aura repris la route de la sécurité, où cette espèce de loi de la jungle qui s'impose à nos compatriotes aujourd'hui aura en grande partie disparu. Et puis surtout un pays qui ressemblera à lui-même, c'est-à-dire avec une véritable identité française et non pas cette identité anglo-saxonne, cette culture anglo-saxonne qu'on cherche à nous imposer à tout prix et qui nous ressemble si peu. Alors cette première question donnait le ton, notre volonté c'est d'en savoir plus justement sur votre projet, sur ce que vous voulez faire de la France, plutôt que d'être en réaction par rapport à vos adversaires. On va dire qu'il y aura d'autres antennes réservées à ça. Dans Politique Matin, ce qu'on veut, c'est faire de la prospective et de savoir exactement quel est votre projet. Pour ce faire, je vous laisse entre les mains de Gérard Leclerc et Denis Jeanbart pour évoquer votre projet, notamment dans le domaine économique et social. La règle du jeu, 12 minutes avec ces deux messieurs, 12 minutes ensuite avec Christine Claire et Yves Tréhard. Donc je vous demande s'il vous plaît messieurs, des questions courtes, s'il vous plaît madame, des réponses courtes. C'est parti. Et voilà, et donc avant 2017, il y a 2012. Alors mettons-nous dans l'hypothèse que vous êtes élu. Vous trouvez une situation qui est très difficile, on le sait, avec plus de 1600 milliards d'endettement, un déficit qui était de 150 milliards l'an dernier, qu'il va bien falloir réduire, c'est une obligation. Comment vous vous y prenez? Est-ce que vous baissez les dépenses? Est-ce que vous augmentez les impôts? Alors qu'il n'y a pas d'autre solution? Bien sûr. Si, il y en a d'autres. Je comprends bien qu'on veuille m'enfermer dans ce corner, mais il y en a d'autres. Oui, bien sûr, il faut baisser les dépenses. La question, c'est lesquelles? Et moi, je suis en total désaccord avec les propositions de l'UMP qui consistent à baisser en réalité les dépenses sociales, c'est-à-dire celles qui vont toucher immédiatement les classes populaires et les classes moyennes. Je pense qu'il y a de grandes économies à faire. Où ça? D'abord dans l'immigration, cher monsieur, puisque nous évaluons le coût de l'immigration à 60 milliards par an. Un certain nombre d'experts qui ne sont pas de notre bord l'évaluent à 37 ou 40 milliards d'euros par an. Je pense qu'il y a des économies à faire majeures dans la fraude sociale. Est-ce qu'on peut prendre ce dossier alors simplement de l'immigration pour commencer? Oui, mais alors si à chaque fois... Non, mais c'est les mesures d'accord, mais on peut éventuellement y revenir, parce que si à chaque fois qu'on me pose une question, on me coupe au bout d'une demi-phrase, on va avoir du mal. Bon. Donc il y a beaucoup d'économies à faire dans la fraude sociale. Il y a 10 millions de cartes vitales fausses en circulation, entre autres. Il y a 7 milliards d'euros par an de contributions nettes à l'Union européenne, dont je pense l'Union européenne s'en privera, puisque avec cet argent-là, il nous fait beaucoup de mal. Il y a beaucoup d'argent à récupérer dans les ratés terribles de la décentralisation. 4 milliards d'euros notamment par an pour les intercommunalités, etc. Donc il y a de l'argent. Par exemple, sur la suppression il y a 16 000 enseignants, postes d'enseignants qui vont être supprimés cette année. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que c'est une bonne idée? Non, je crois que c'est une erreur. Il faut arrêter les suppressions de fonctions, notamment d'enseignants? Mais je crois que c'est une erreur. Et c'est une erreur pour les enseignants, et c'est une erreur encore plus lourde et encore plus grave pour les policiers et les gendarmes. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où en réalité, si vous voulez, on supprime des fonctionnaires d'État qui sont très importants pour le bien-être de nos compatriotes, pour leur sécurité, pour leur éducation. Les policiers, les gendarmes, les professeurs. Et parallèlement, on embauche à tout va des fonctionnaires territoriaux dont on voit que le chiffre explose avec évidemment à terme toujours les mêmes conséquences sur les contribuables. Bon. Mais je crois également, pour revenir à votre première question, qu'il faut revenir sur la loi de 73. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer qu'en 1973, la France a été obligée, par une loi, d'aller emprunter sur les marchés financiers internationaux, avec évidemment des taux d'intérêt
qui sont les taux d'intérêt du marché. Ces gens-là sont là pour faire de l'argent. Hein, ils ne sont pas là pour nous faire plaisir. Bon. Nous avons payé 1350 milliards d'euros d'intérêt depuis 1973. 1350 milliards d'euros d'intérêt. Parce qu'on a besoin d'emprunter sur les marchés. Mais comment faisions-nous avant, cher monsieur? Parce qu'à partir du moment où il y a du déficit, il faut emprunter. Bien sûr, mais comment faisions-nous avant? Eh bien, nous empruntions. Il n'y avait pas les mêmes déficits. Non, mais d'accord, ça ne change rien. Nous empruntions auprès de la Banque de France, qui, en l'occurrence, prêtait sans intérêt ou avec un taux d'intérêt minime. Bon, c'est le recours forcé à ces marchés financiers qui a contribué à l'alourdissement considérable de notre dette et en fait à cette situation quasi de surendettement qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai lu les propositions de l'UMP et du PS, si on suit leurs propositions, au prix d'un saccage social absolument épouvantable, eh bien on rembourse en 2130. Ce sont vos propositions qui nous intéressent. Alors comment vous faites pour régler le problème du déficit budgétaire? Comment vous sortez de cet emprunt, de ces emprunts internationaux? Eh bien je remets en place la loi de 1973, je recours à la monnaie nationale. C'est-à-dire que vous sortez de l'euro? Oui. Non, mais c'est une question. Parce que pour l'instant, aucun pays ne l'a envisagé. Y compris les pays les plus en difficulté. Ah non, ne me dites pas. La Grèce et l'Irlande. Non, mais ne me dites pas qu'aucun pays ne l'a envisagé. Parce qu'un certain nombre de responsables portugais l'ont envisagé. Oui, mais ils l'ont pas fait encore. Non, mais j'ai pas dit qu'ils l'avaient fait, monsieur, parce que s'ils l'avaient fait, on le saurait, il n'y aurait plus d'euros. Parce qu'en réalité, Paul-Marie Couteau a dit quelque chose de très juste. Il a dit l'euro, c'est comme le restaurant, c'est le dernier qui sort qui paiera l'addition. Bon. Et donc, moi, j'aimerais pas être le dernier à sortir de l'euro. Je pense qu'il faut une sortie groupée de l'euro. Mais je pense que ça veut dire que les autres pays soient d'accord. Pour l'instant, aucun pays ne veut sortir de l'euro. Nicolas Sarkozy a dit hier que ce serait cataclysmique. Oui, mais on nous a toujours dit ça, mon cher monsieur. Pour la Constitution européenne, on nous avait dit la même chose. Si les Français votent contre, le soleil va s'éteindre, la mer va se retirer, on va entrer dans une période glaciaire. Bon, je connais la technique de l'utilisation de la peur. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ceux qui traînent dans la boue, il faut bien le dire, un certain nombre d'économistes ou de responsables politiques qui envisagent le recours à la monnaie nationale sont les mêmes qui expliquent aux Français que c'est un petit peuple. Le petit peuple d'un petit pays. Eh bien, moi, je pense exactement l'inverse. Je pense que les Français sont un grand peuple d'un grand pays. Et que par conséquent, il ne faut pas avoir peur de la liberté. La liberté, ça n'est pas l'isolement. Nous avons vécu toute l'existence de la France avec notre monnaie nationale. 95% des nations du monde ont leur monnaie nationale. Il faut faire le bilan de l'euro. Le bilan est dramatique. On nous avait dit que l'euro était là pour faire le pendant du dollar. Très bien. Nicolas Sarkozy a expliqué il y a 3 jours qu'il était hors de question de remettre en cause le dollar. Il a quand même fait 1 heure de conférence de presse sans dire une seule fois le mot euro, quand même. Bon. Il a dit hier soir à Davos où il l'a défendu. Hier soir à Davos. Mais la conférence de presse du G20, zéro. Oui, qu'il la défendrait à tout prix. À tout prix, oui. À tout prix. Eh bien, le prix va être terrible pour les Français. Parce que la réalité, c'est que pour sauver l'euro, eh bien, nous allons nous soumettre, ou Nicolas Sarkozy va nous soumettre au processus FMI, c'est-à-dire le processus de coupe drastique dans les politiques sociales. C'est ce qui s'est passé en Irlande, moins 12% le SMIC, moins 12% quand même. Le gel des salaires des fonctionnaires, la baisse des allocations familiales, la baisse des allocations chômage, etc., etc. Eh bien moi, je ne veux pas cela pour mon pays. Je pense que nous sommes assez forts, assez puissants pour pouvoir retrouver notre monnaie nationale. Je dis que cet euro qui devait nous apporter, soi-disant, la croissance, le pouvoir d'achat et l'emploi, en réalité a apporté le chômage, l'effondrement du pouvoir d'achat, l'affaissement de nos exportations. L'euro n'a pas rempli son rôle. Voilà. Il faut en tirer les conséquences. Pardonnez-moi, quelqu'un comme Jean-Jacques Rozak est pour la sortie de l'euro, grand économiste, etc. Il dit quand même qu'il y a de très gros risques dans cette sortie, qu'il risque d'y avoir vraiment un effondrement économique et que c'est quand même très compliqué. Il dit que c'est très compliqué, qu'il faut être très attentif. J'ai lu ce qu'il écrit. Il a fait une note en juillet là-dessus, d'ailleurs, pour expliquer que les soi-disant risques inflationnistes dont on nous avait parlé, en réalité, étaient assez, étaient assez mesurés. Moi, je pense que le retour à la monnaie nationale sera beaucoup moins pénible que n'a été l'entrée dans l'euro. D'abord parce que... En tout cas, c'est un engagement. On sortira de l'euro. Oui, mais je pense que c'est essentiel, si vous voulez. Encore une fois, parce que l'euro est un carcan. Que la monnaie n'est pas uniquement un outil.
La monnaie est un outil économique, c'est-à-dire qu'il faut être capable aussi de pouvoir l'utiliser quand l'économie se porte mal pour pouvoir booster l'économie, mais c'est bien plus que ça, la monnaie. La monnaie, c'est, et Nicolas Sarkozy l'a dit, et c'est en même temps, ce qu'il a dit est vrai, et en même temps nous sommes en divergence totale, il a dit, l'euro, c'est plus qu'une monnaie, c'est un marqueur identitaire. Eh bien, le franc, c'est plus qu'une monnaie, c'est un marqueur identitaire. Non mais, voilà. Pardon, une dernière question sur l'euro, c'est, vous négociez avec les autres partenaires, et est-ce que vous prendriez le risque de sortir toute seule? Moi, évidemment, mon objectif, c'est de convaincre les autres pays qu'ils ont tout intérêt, eux aussi, à sortir de l'euro. Je pense que j'aurai assez peu de mal à les convaincre. En réalité, la crainte de nos élites qui nous ont imposé l'euro, et Nicolas Sarkozy le sait, il l'a dit, c'est que si l'euro tombe, l'Europe telle qu'ils l'ont construite, n'existe plus. C'est-à-dire l'Union européenne tombe avec l'euro. J'avoue que je m'en féliciterais assez. Parce que je pense que l'Union européenne, encore une fois, apparaît telle qu'elle est, c'est-à-dire comme un processus totalitaire et objectivement contraire à nos intérêts nationaux. Bon. Donc l'idée, c'est de convaincre un certain nombre de pays de sortir ensemble. S'ils ne veulent pas le faire, eh bien nous en sortirons. Et très honnêtement, je pense que si un seul pays en sort, l'euro est terminé. J'en viens aux impôts, fiscalité. Qu'est-ce que vous faites? Votre père était partisan il y a quelques années de supprimer l'impôt sur la fortune et même l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne-là? Et si oui, par quoi les remplacer? Écoutez, nous sommes dans une réflexion très approfondie aujourd'hui au Front National pour présenter aux Français, lors de l'élection présidentielle, un projet qui fera table rase de la fiscalité française. Voilà. Je pense que, je pense qu'il faut tout reconstruire. Parce qu'en réalité, on a accumulé 300 ans de strates en matière de fiscalité. Les Français n'y comprennent plus rien. Il n'y a plus aucune sécurité fiscale. Un jour, on vous dit que c'est pas fiscalisé. Le lendemain, on vous dit, non, pour finir, c'est fiscalisé. Voilà. Il existe des taxes qui sont insensées. Enfin, je veux dire, la taxe sur l'archéologie préventive, vous connaissez ça, non? C'est-à-dire, vous construisez une maison, vous creusez des fondations, et vous payez une taxe au cas où vous trouviez un os de poulet du XIIe siècle. Bon, ça, ces trucs sont insupportables. Donc il faut tout mettre à plat. Il faut une révolution fiscale, avec 3 axes forts. D'abord, la simplification. Les Français ont le droit de savoir pourquoi ils payent l'impôt, quel impôt ils vont payer, le deuxième axe essentiel, c'est évidemment la justice, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de justice fiscale. C'est la classe moyenne qui, il faut bien le dire, sur laquelle pèse l'essentiel de l'effort fiscal, et surtout l'efficacité politique. C'est-à-dire qu'il faut que l'impôt réponde à des objectifs politiques. Et notamment, moi, mon objectif politique, c'est la relocalisation de l'économie en France. C'est la relocalisation de la production et des emplois. Puisque vous faites table rase, les 35 heures également, la retraite, du moins la réforme de la retraite. Oui, non, c'était une question, une nouvelle question. Est-ce que vous gardez les 35 heures? Moi, je pense très honnêtement que les 35 heures ont été une erreur majeure. Donc on les supprime? Non, parce que aujourd'hui, revenir sur les 35 heures, ce serait à nouveau mettre les PME et les PMI dans une situation absolument intenable. Ça a créé une désorganisation absolue. Je pense qu'il ne faut pas revenir comme ça brutalement, en tout cas imposer le retour sur cette loi des 35 heures, mais autoriser par branche ou par entreprise la négociation éventuellement d'un retour aux 39 heures. Vous êtes élu en mai 2012, quelle est votre première décision? Retrouver notre indépendance monétaire. Donc vous sortez de l'euro tout de suite? Oui, et je retrouve également la maîtrise de mes frontières, parce que je pense que la libre circulation des hommes, des produits et des capitaux a été un des éléments de ruine de notre pays. 3 petites questions très rapides, des précisions par rapport à tout ce que vous venez de dire. 10 millions de fausses cartes vitales en France, nous dites-vous. Quelles sont vos sources? Le ministère de l'Intérieur et ceux qui y travaillent. 10 millions de fausses cartes vitales. 10 millions de fausses cartes vitales. Exactement. Okay. 10 millions de fausses cartes vitales sur 60 millions en circulation. Vous dites, je connais la technique de l'utilisation de la peur quand vous parlez de l'euro. Est-ce que c'est une technique que vous utilisez par rapport à la sécurité, l'immigration? Pas du tout. Vous dites que vous la connaissez? Pas du tout. Et en réalité, on nous a beaucoup accusé de ça. Moi, je remarque que c'est en réalité ceux qui nous gouvernent qui utilisent la peur. Et notamment cette espèce de peur fabriquée d'un retour à une situation que nous avons pourtant connue pendant des siècles et qui fonctionnait plutôt pas mal, honnêtement. Quand Gérard Leclerc vous dit tout à l'heure, il va bien falloir faire un choix pour réduire les déficits, est-ce que vous augmentez les revenus
vous faites les impôts ou est-ce que vous baissez les dépenses? Et vous répondez immédiatement, vous voulez m'enfermer dans un corner. Pourquoi être autant sur la défensive alors que les ménages le savent bien? Quand vous voulez changer votre rythme de vie, il faut bien gagner plus d'argent ou en dépenser moins. Non, parce que vous voyez, si on revient sur la loi de 1973, on va justement faire beaucoup d'économies puisqu'on ne paiera plus les intérêts très lourds. Donc on dépense moins. Attendez que les marchés financiers nous demandent. Et puis vous savez que je suis pour la protection des frontières. Je suis, comme Maurice Allais, pour un protectionnisme raisonné. Et par conséquent, je pense que les importations de pays à très bas coût... Aux frontières françaises ou aux frontières européennes? Mais aux frontières françaises, parce que on sort de l'Europe. Vous savez très bien que si l'Europe avait accepté de mettre des protections à ses frontières, la question ne se poserait pas. Elle ne le fera jamais. Parce que l'ultralibéralisme veut que l'Europe refusera qu'il y ait le moindre obstacle au commerce, et notamment à ses frontières. Messieurs, vous restez avec nous. Nous allons vous proposer, avant de recevoir Yves Tréhard et Christine Claire, un sondage spécialement réalisé par Harris Interactive sur les traits d'image. C'est pas du tout vous aimez ou vous n'aimez pas, ou vous voterez pour ou vous ne voterez pas pour. C'est quels sont les traits d'image de notre invité. On le fera pour chacun de nos invités d'En route vers 2012. On s'intéresse aux qualificatifs qui vous correspondent, Marine Le Pen. Explication aux résultats du sondage, Jean-Daniel Lévy. Oui, Patrick, effectivement, Harris Interactive vient de réaliser une enquête sur les traits d'image de Marine Le Pen. Il ne s'agissait pas de regarder uniquement si les Français appréciaient ou pas Marine Le Pen, mais d'entrer dans le détail de l'appréciation et des traits d'image qui lui étaient accolés. Et lorsqu'on voit les résultats de cette enquête, on voit que les traits d'image qui sont accolés à Marine Le Pen, c'est le courage, c'est la capacité à pouvoir bien comprendre les préoccupations des Français, à apparaître comme étant compétente et dans une moindre mesure, et sympathique et ayant de bonnes idées pour la France. Sur ces différents aspects, les sympathisants d'extrême droite sont pour leur quasi-totalité en accord avec ces traits d'image, et on peut voir également une partie des sympathisants de droite qui sont également en accord avec ces différents termes qui leur sont proposés. En deuxième partie de tableau, et ce qui apparaît comme étant un peu moins nettement en qualification de ce qu'est aujourd'hui Marine Le Pen, et sa capacité à réformer le pays dans le bon sens, et sa capacité à faire une bonne présidente de la République, et encore sa capacité à pouvoir bien représenter la France à l'étranger. Donc ce que l'on peut retirer de cette enquête, c'est qu'il y a des sympathisants d'extrême droite qui sont dans l'ensemble nettement derrière Marine Le Pen, une petite porosité de la part des sympathisants de droite, mais dans l'ensemble, une qualification autour de Marine Le Pen comme quoi elle arriverait à pouvoir identifier un certain nombre de problèmes ou un certain nombre d'interrogations des Français, mais un doute quant à sa capacité à pouvoir les porter aux responsabilités, au pouvoir véritablement, si elle mettait en place sa politique, améliorer le quotidien des Français. Votre réaction ? Écoutez, je trouve que les qualités qui me sont accordées sont absolument nécessaires pour diriger le pays. Bon, par conséquent, je pense que c'est une bonne chose. Et la dernière question, on dit, est-ce qu'elle pourrait, un peu comme Ségolène Royal d'ailleurs, c'était à peu près le même résultat, puisque c'est le deuxième sondage qu'on fait dans ce type, des qualités de courage, de compétences, mais est-ce qu'elle pourrait gouverner la France? À 80% non. Il y a encore du travail? Oui, mais enfin, écoutez, j'ai à peine déclaré ma candidature, donc laissez-moi le temps de parler aux Français, de les convaincre de la capacité qui est la nôtre, justement, d'appliquer le projet que nous portons. Je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy arrive à faire aussi bien, compte tenu de la situation actuelle du président de la République. Je vous laisse vous exprimer auprès d'Yves Tréhard et Christine Claire. C'est à vous. Marine Le Pen, bonjour. On attend aujourd'hui à 10h une décision du Conseil constitutionnel qui pourrait dire qu'en France, il faut que soit légalisé le mariage homosexuel. C'est incroyable, c'est le Conseil constitutionnel qui décide, c'est pas le peuple français. Alors justement, je vous interroge. C'est insensé. Est-ce que ça vous révolte? Oui, bien sûr, sur le principe. Le principe du Conseil constitutionnel. Déjà, le principe du Conseil constitutionnel. Il est évident que, je suis obligé de rappeler quand même, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La souveraineté est issue du peuple. C'est au peuple de décider ce qu'il veut, ce qu'il accepte et ce qu'il refuse. Et sur le principe pas du mariage Conseil homosexuel constitutionnel. Je suis totalement contre le mariage homosexuel. Et d'ailleurs, je pense que les homosexuels ne le réclament pas. Je pense que les associations soi-disant représentatives ne sont pas représentatives, que l'immense majorité des homosexuels réclament non pas le droit à la différence, mais le droit à l'indifférence. Et comme le Pax d'ailleurs, qu'on nous avait... rappelez-vous, on nous avait expliqué que... Ça marche bien le Pax aujourd'hui. Ah super, surtout pour les non-homosexuels d'ailleurs, puisque 95% de ceux qui se Pax ne sont pas homosexuels, et 5% seulement le sont, ce qui veut dire qu'en réalité ça n'était pas une réclamation des homosexuels, c'était juste une réclamation des associations soi-disant représentatives des homosexuels. Oui, alors c'est au peuple de décider, mais enfin tout de même il y a une constitution, il est normal qu'il y ait une instance qui vérifie que des lois sont en accord avec cette constitution. Non, le peuple
peuple veut quelque chose, on fait un référendum et on change la Constitution à chaque fois? Mais je pense que ce serait normal. Moi, je pense que si le peuple veut changer la Constitution, il doit pouvoir le faire, bien sûr. On passe d'abord par là. Bien sûr. Oui. Mais en l'occurrence, si c'est le Conseil constitutionnel. Ensuite, y a plus alors si d'instance. demain, le peuple français voulait, par exemple, rétablir la peine de mort, on nous expliquerait que c'est interdit. C'est une possibilité que vous envisagez, ça. Si vous êtes élu, je pense vous faites que un référendum sur la peine de mort et vous rétablissez la peine de mort. Si le peuple va dans votre sens. Alors justement, à ce propos, il y a eu un et subsidiairement, la prison à perpétuité, la vraie. Alors justement, il y a eu un fait divers qui a beaucoup ému les Français, c'est celui de Laetitia, qui a été victime d'un récidiviste pour le viol. Il a récidivé une fois. Est-ce que, d'après vous, il y a un principe en France qui est la non-rétroactivité des lois pénales, les lois pénales qui sont plus sévères? Est-ce qu'il faut revenir sur ce principe? Non. Non. Alors comment on fait pour les récidivistes? Mais ça n'a rien à voir. En l'occurrence, si vous voulez, je pense que les peines doivent être appliquées. Or, elles ne le sont pas. Je pense que nous sommes dans un pays, aujourd'hui, où le laxisme est évident. Et je peux vous dire, j'ai été avocat pendant un certain nombre d'années, j'ai plaidé à la cour d'assises, et notamment pour des victimes de viol, des jeunes femmes violées dans des conditions épouvantables, sous la menace d'une arme. L'individu sortait avec 6 ans de prison ferme. Bon, 6 ans de prison ferme. Avec des remises de peine. Il sortait au bout de 4 ans. Bon, c'est pas possible, ça, voilà. Donc je pense qu'il faut aggraver les peines dans des cas tels que cela. Et puis supprimer les remises de peine? Oui. Oui, moi je pense qu'il faut supprimer dans un certain nombre de cas les remises de peine, notamment pour les crimes les plus lourds. Mais je crois surtout qu'il faut rétablir l'échelle des peines. En réalité, on a vu qu'avec la disparition de la peine de mort, ça a entraîné la disparition de de l'enfermement à vie, puisque le maximum c'est 30 ans. Et toute l'échelle des peines s'est ainsi effondrée. Et on se retrouve aujourd'hui dans des situations où, pour des faits d'une extrême gravité, les gens prennent 2 mois de prison ferme qu'ils ne font pas, qu'ils n'effectuent pas, puisque à moins de 2 ans de prison ferme, on n'effectue pas la peine à laquelle on a été condamné. Il n'y a rien de pire que cela. Ça, c'est vraiment l'incitation à la récidive et même l'incitation à l'aggravation des comportements. Donc, il faut revoir notre politique pénale, mais il faut aussi revoir notre politique pénitentiaire. C'est pas le tout de condamner les gens. Encore faut-il avoir de la place pour appliquer les peines que l'on prononce. Quand vous êtes sur ces sujets de sécurité, j'allais dire, c'est là que vous êtes le plus à l'aise et c'est là que vous savez que vous êtes le plus entendu. En revanche, quand on regarde les sondages, il y a les problèmes de compétences. Alors, en économie, on en a parlé. Il y a aussi l'international. On dit qu'il vous manque quelque chose à l'international, ce qui est normal en début de campagne. Comment comptez-vous créer des liens à l'international, sachant que, vous voulez sortir de l'euro, ça, je pense qu'une majorité du peuple allemand serait d'accord avec vous, mais du coup, qui va financer la Grèce, le Portugal, et surtout notre politique agricole commune? Et puis d'autre part, je vois déjà qu'il y a des pays qui ne veulent pas vous recevoir, je crois qu'Israël ne veut pas vous recevoir, vous deviez y aller en délégation. Comment allez-vous... Je pense qu'ils doivent avoir trop d'amis, j'imagine. Acquérir cette compétence internationale. Non, mais j'ai aucune difficulté. Qui ne soient pas les mêmes forcément que ceux de votre père. J'ai en l'occurrence aucune. Je pense que je n'aurai aucune difficulté pour cela. Je vais d'ailleurs dans les mois qui viennent faire une tournée qui m'amènera, je l'espère, en Russie, dans un certain nombre de pays d'Afrique, parce que je tiens beaucoup à la création de liens, et notamment avec la jeune génération politique d'un certain nombre de pays africains qui sont conscients que la politique. Non seulement ça, mais que la politique d'immigration choisie de Nicolas Sarkozy est une véritable escroquerie, et pour nous et pour eux d'ailleurs, puisqu'elle les prive de leurs élites, avec lesquelles nous pourrons discuter de la manière de fixer justement les populations dans leur pays d'origine. Moi, je crois beaucoup à cela. Donc, dans le cours de la campagne présidentielle, vous verrez que je serai amené à être reçu, et vous serez peut-être étonné d'ailleurs de voir que je serai probablement assez bien également. Je serai probablement assez bien traité par un certain nombre de pays. En Espagne, juste une chose, Madame Claire, l'argent de la PAC, c'est le nôtre. C'est en grande partie financé par l'Allemagne. Non, mais c'est le nôtre. Les 12 milliards qu'ils nous donnent chaque année, c'est nos 12 milliards qu'on leur donne avant qu'ils nous les rendent. Voilà. Nous, on leur en donne 19, ils nous en rendent 12. Bon, partant de là, c'est pas particulièrement très intéressant comme deal, honnêtement. Donc voilà, juste une petite réserve. Vous allez aller en Afrique. En Afrique, il y a beaucoup de pays musulmans.
Est-ce que votre position sur l'islam ne peut pas être un handicap dans vos relations avec les pays africains? Ça, c'est la première question. Deuxième question, si vous me permettez. L'islam est-il compatible avec la République française? Alors, à la première question, je ne le crois pas. Je ne crois pas du tout que ce soit un handicap, parce que je pense que un certain nombre de responsables ont bien compris quel était mon propos. Mon propos n'est pas de lutter contre une religion. Mon propos, c'est de dire en France, pas d'État dans l'État. C'est clair. Je ne veux pas d'État dans l'État. La France est la France. Elle a des racines chrétiennes. C'est ainsi. C'est ce qui fait aussi son identité. Elle est laïque. Et nous tenons à cette identité. Et nous ne permettrons pas que cette identité soit modifiée. Vous pouvez préciser racines chrétiennes laïques? Comment vous mettez ça en... mais je vais vous dire très clairement, je pense que la France peut être laïque parce qu'elle est chrétienne. De culture, si vous voulez. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les pays musulmans ont les plus grandes difficultés à être laïques. Et les pays musulmans qui sont laïques l'ont été en général par la force. Par l'armée, comme en Turquie, par la force, comme en Irak, et d'ailleurs comme en Tunisie. Hein. C'est-à-dire que la laïcité n'est pas absolument compatible avec... La laïcité n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturelle, bien sûr, avec l'islam, puisque, vous le savez, l'islam confond le spirituel et le temporel. Ce qui n'est pas le cas. Très longtemps à l'être chez nous aussi. Ouais. Quand on voit la loi... Oui, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à oui. César ce qui est à César. C'est quand même, excusez-moi, une invention. En l'occurrence, c'est l'invention de la laïcité. Et ça nous est... L'islam dans la République française. J'ai répondu à cette question dans mon livre. J'ai posé cette question. J'ai dit, à la question, l'islam est-il compatible avec la République française? La réponse est, c'est aux musulmans de répondre. Voilà, ouais. C'est aux musulmans de répondre. Et je suis très inquiète de voir que les musulmans laïcs, c'est-à-dire ceux qui pourraient justement exprimer leur soumission, en quelque sorte, la soumission de leur religion à la laïcité, on ne les entend pas. Et pourtant, ils existent. Ils existent. On préfère donner la parole à ceux qui revendiquent, qui sont souvent des fondamentalistes, qui nient cette laïcité, qui cherchent à faire plier les lois de la République française pour adapter leurs lois religieuses. C'est ceux qui prient dans la rue et devant lesquels nos dirigeants politiques sont à plat ventre, en disant « bah oui, mais ils prient dans la rue, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de mosquées ». Non, c'est parce qu'ils veulent vous forcer à construire de plus en plus de mosquées, parce que c'est un acte politique de leur part et non pas un acte religieux. Mais tant que nos gouvernants n'auront pas compris cela, eh bien ce bras de fer, c'est eux qui le gagneront. C'est extraordinaire de vous voir comme le grand défenseur de la République et de ce que vous avez dit récemment en disant que la République, il n'y a que vous qui la défendez. Mais c'est vrai. Ils ne font pas le job, les autres? Mais non, mais ils ne font pas le job. Ils ont abandonné les principes de la République française. Je vous donne un autre exemple. Par couardise? Mais par faiblesse, par lâcheté, parce que les principes de la République française sont un obstacle aux visées mondialistes qu'ils veulent nous imposer, parce qu'ils participent de notre identité. Prenons l'égalité républicaine, ce principe extraordinaire qui consiste en réalité à fonder la vision sur le mérite et non pas sur la fortune ou sur la naissance, qui fait qu'un fils de patron pêcheur, comme a été mon père, peut devenir député, qui fait que des gens qui sont nés sans fortune, sans passe-droit, d'aucune sorte, peuvent devenir des grands commis de l'État. Eh bien ça a disparu totalement. Et aujourd'hui, nos dirigeants imposent la discrimination positive, qui est la discrimination la plus perverse qui soit, puisqu'elle est raciale, puisqu'elle consiste à donner des avantages et des passe-droits, non pas en fonction du mérite, mais en fonction de l'origine, en fonction de la couleur de la peau, en fonction de la religion. Pour rétablir certaines inégalités, peut-être. Il y a quand même, ce sont des valeurs républicaines qui poussent à faire ça. Voyez-vous d'autres raisons? Ah, mais je trouve ça, moi, absolument scandaleux. Les seules valeurs républicaines qui tiennent, c'est le mérite. Et si l'on veut que chacun ait la possibilité d'arriver, qu'il y ait véritablement une égalité des chances, c'est l'école qu'il faut redresser. Aujourd'hui, 95% des élèves de grandes écoles proviennent de 200 maternelles. 200 maternelles. Alors, on nous a vendu la discrimination raciale, alors qu'il fallait travailler la discrimination sociale. Et qu'on ne me dise pas que la discrimination positive est une discrimination sociale, ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, pour remettre le prix aux sociétés ou aux entreprises qui respectent la charte de la diversité, eh bien c'est le ministre de l'immigration qu'on est allé chercher et non pas le ministre des Affaires sociales, ça veut tout dire. J'aimerais vous parler de votre père, parce que le changement... Il vous manque déjà
On le voit encore. Le changement que vous opérez, justement, c'est beaucoup sur ce mot République. Il le prononçait, mais il n'en faisait pas tout un discours comme vous. Vous racontez dans votre livre qu'il vous a appris qu'en politique, il faut apprendre à manger un bol de crapaud cru tous les matins au petit déjeuner. D'ailleurs, il vous en a servi aussi quelques-uns. Vous le racontez, ça, la vie avec lui n'a pas toujours été drôle. Il a dit un jour, on peut mourir avant son président, on peut mourir avant son père. C'était pas forcément aimable à l'endroit de votre candidature. Et puis, il y a quelques années, il nous a expliqué aussi, enfin parmi d'autres, que l'occupation allemande n'avait pas été très inhumaine, enfin en France en tout cas. Bon, je crois que ce sont des choses qui vous ont fâché. Alors, je me suis demandé, est-ce qu'il continue à vous servir des crapauds ou est-ce que c'est en accord avec vous quand, par exemple, il fait cette allusion à un journaliste qui aurait un nom ou un nez juif. Alors, vous nous avez expliqué que quand vous étiez petite, il disait « ça se voit pas sur ton nez ». Bon, comme d'autres disent « ça se voit pas sur ton front ». Mais quand même, ça jette le discrédit sur votre campagne et sur vous-même. Ou alors, au contraire, est-ce que ça vous permet de cultiver toujours une vieille clientèle du Front National qui se serait éloignée de vous autrement? Vous voyez toujours des arrière-pensées. Je me suis dit, la malheureuse, elle est élue, elle donne un nouveau visage et hop, le père revient à des propos qui ne sont condamnés visage. que parce que c'est Jean-Marie Le Pen qui les tient, en réalité. C'est vous qui les auriez tenus. Personne ne serait venu imaginer qu'il y avait derrière ça une arrière-pensée une exposition pendant antisémite ou quoi l'occupation que ce sur soit. le juif avec son nez, etc. Non, c'est resté très marqué. C'est parce que Jean-Marie Le Pen l'a dit. Donc ça n'est pas le propos. C'est la personne qui a tenu le propos. Mais non, parce que vous auriez dit la même chose. Personne n'aurait pu imaginer une demi-seconde qu'il y avait derrière vos... Marine Le Pen, on ne peut pas entendre ça. Non, mais le nez juif, il n'a jamais dit ça, madame. Il n'a jamais dit ça. Il n'a pas dit... Il n'a pas dit non plus crochu, comme a cru pouvoir le dire, l'écrire, le canard enchaîné, que nous poursuivons devant le tribunal correctionnel pour avoir manipulé ce propos. Ça ne se voit pas sur son nez. C'est quand même pas élégant. Je vais vous dire, il va vraiment vous manquer. Parce que, alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire? Justement, parce que s'il n'y a pas la petite phrase de Jean-Marie Le Pen à commenter... Marine Le Pen, c'est la question que nous vous posons. Est-ce que vous faites une rupture par rapport à ça? On ne va pas vous rappeler tout le Jean-Marie Le Pen. Est-ce que votre père, est-ce que vous avez une rupture par rapport à ça? Jean-Marie Le Pen est Jean-Marie Le Pen. Est-ce que c'est un crapaud de plus pour Marine votre Le petit Pen, déjeuner non, ou pas est-ce du que tout. c'est... Ah, ça vous Marine aide. Le Pen est... Ça vous aide à garder la vieille clientèle. Allez-y, Marine Le Pen, répondez. Arrêtez de penser que toute chose qui est dite ou qui est faite par calcul. Vous fréquentez trop, je crois, l'UMP. Voilà. Il y a aussi des choses qui sont dites sans arrière-pensée. Dites-nous un peu votre position par rapport aux provocations de votre père. Il travaillait avec la provocation, il le faisait. Est-ce que vous êtes dans cette même lignée ou est-ce que vous allez... Cette question est d'une grande originalité, on ne me l'a jamais posée. Eh bien, ça me fait très plaisir. Je dois être la question sur les provocations de Jean-Marie Le Pen. On a même parlé de dédiabolisation. Alors, j'aimerais que vous me répondiez là-dessus. Est-ce que vous allez avoir une autre ligne? Est-ce que c'est un boulet, ce type de phrase, ou est-ce qu'en revanche, vous assumez cet héritage et vous allez être dans cette lignée de la provocation politique? Moi, je suis Marine Le Pen. Ça vous a pas échappé? Ça ne m'a pas échappé jusqu'à maintenant. Par conséquent, j'ai ma manière de voir les choses, j'ai ma manière de les dire avec la sensibilité, en l'occurrence, qui est la mienne. Je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises polémiques. Voilà, je l'ai toujours dit, donc je ne m'en cache pas. Je pense que les polémiques qui consistent à mettre le doigt sur des problématiques qui sont celles des Français ou qui sont celles de la France, actuellement, sont des bonnes polémiques. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que mettre le doigt sur l'amoralité de la vie politique française et de la classe politique française en parlant de l'affaire Frédéric Mitterrand m'est apparu une bonne chose. Vous ne répondez pas sur la provocation, sur le style de politique que vous allez mener, sur le style de la forme. Non, mais je vous le dis, je suis en train de vous répondre. Mettre le doigt sur l'effondrement de la laïcité, qui a pourtant été dénoncé par un certain nombre de personnes haut placées, dont le médiateur de la République, M. Delevoye, dans le silence général de la classe politique. Eh bien, créer une polémique pour que la classe politique soit obligée de répondre aux violations quotidiennes de la laïcité, je pense que c'est une bonne polémique. Moi j'ai une question sur la politique que je voudrais... Une dernière, il vous reste 15 secondes. Sur mais une question courte, Christine, une question courte. Il continue à tenir une son question blog, courte. etc. Est-ce qu'il vous tient informé de ces déclarations? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il me demande l'autorisation de parler? En gros, est-ce qu'il essaie d'être en harmonie avec vous?
Ah, mais nous Parce parlons qu'il essaie de beaucoup. ne pas vous Mais gêner. nous parlons beaucoup, Oui. mais d'abord nous parlons de fond, nous parlons de politique. Nous sommes deux responsables politiques, par conséquent, il n'y a rien d'étonnant à ce que nous échangions sur le plan politique. Il y a parfois d'ailleurs des sensibilités que nous ne partageons pas. Concrètement, il va y avoir des élections cantonales Oui. au mois de mars. Oui. Vous n'avez pas, Personne n'en parle. vous n'avez pas de conseillers généraux d'ailleurs au Front Non, National. vous. j'espère que ça va changer. Alors justement, pour avoir des conseillers généraux, parfois, ici ou là, vous allez être obligé de passer des accords avec l'UMP au deuxième tour. Pourquoi? Bah, si jamais vous êtes qualifié. Bon, alors déjà, la règle électorale a changé. Pour aller au deuxième tour, il faut aller de 10 à 12,5%. Voilà. Réponse de Marine Le Pen Merci sur de sa stratégie rappeler. des cantonales. Si vous Merci de rappeler cette malhonnêteté qui vient d'être votée en catimini. Si vous êtes qualifié, est-ce que, pour le deuxième tour, est-ce que pour gagner contre le candidat d'en face, Question claire, réponse claire. vous allez, la question est claire, je crois, J'ai vu. Question vous claire. allez, Il n'a pas terminé, c'est pour Faire vous des allez, alliances, on avait compris. vous allez être obligé de draguer l'électorat qui n'est pas nécessairement l'électorat du Front mais National, moi, je et qui est ne- donc l'électorat de Réponse. droite. Bon, d'abord, je ne drague personne. Voilà. J'aime pas séduire, j'aime convaincre. Croyez-vous très sincèrement que les électeurs de l'UMP qui se retrouveraient confrontés à un choix entre un candidat du Front National et un candidat socialiste, pensez-vous que majoritairement ils vont suivre l'ordre qui va leur être donné par la hiérarchie de l'UMP, à savoir de voter socialiste? Eh bien, je crois que c'est de moins en moins vrai. Et que ce sera dans le futur de moins en moins vrai. Donc vous pensez que l'UMP va dire, vous votez pour le candidat socialiste? Ah bah bien sûr, ils l'ont toujours D'accord, fait. ok. À Beaumont, ils ont appelé à voter socialiste. Monsieur Copé nous a expliqué que lui, il voterait à gauche, entre le Front National et la gauche, il votera à gauche. Madame Pécresse nous a dit expliquer la même chose. D'accord, ok. L'ensemble de l'UMP se sent, et c'est normal d'ailleurs, plus proche du Parti Socialiste que Que du de Front vous. National. D'accord. Puisqu'entre eux, il y a une différence Mais de les degré. électeurs, non. Non, je crois que les électeurs, eux, sont beaucoup plus patriotes, beaucoup plus attachés à la souveraineté de la France, beaucoup plus proches des propositions qui sont celles du Front National que celles du Parti Il y a beaucoup, Socialiste. il y a beaucoup de cantons de prenables? Ah, écoutez, ça dépendra de la faiblesse aussi de l'UMP, puisque C'était avec la cette dernière nouvelle question. règle, le deuxième, celui qui arrive en deuxième, mais qui n'arriverait pas à 12,5% des inscrits, ce qui est énorme, hein, ça fait 28 à peu près, compte tenu de l'abstention, 28% des exprimés, c'est considérable. Si l'UMP arrive derrière le Front National, on peut se retrouver, effectivement, dans un certain nombre de cantons, avec un candidat PS et un candidat Front National au second tour. Marine Qu'est-ce Le que vous Pen. dites aux Non, Christine, 58%? non, c'est terminé, c'est terminé. Je vous remercie. Christine Leclerc aime bien poser des questions et de longues questions. Merci à vous tous. Merci Marine Le Pen d'avoir été la Merci. première invitée de cette série d'émissions. Nous avons les 10 millions de fausses cartes vitales, je ne les ai pas trouvées. Sur la PAC, vous avez dit qu'on donnait 19 milliards, c'est 18 milliards. Non. On est à peu près d'accord. Non, C'est pas sur la PAC. France. On Non, donne à l'Union européenne. Vous avez dit 19, c'est 18, mais ce sera notre seule petite précision. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Et Vous pariez votre cravate là-dessus? Ah bah, immédiatement. D'accord. Voilà, Alors c'est on fait le pari. 18 pour moi, 19 Vous pour allez en vous. faire de la cravate. Un trophée. Bah voilà, au moins j'aurais. Bien, je vous remercie Marine Le Pen. Je vous souhaite une bonne journée. Dans quelques secondes, ça va faire du bruit sur ce plateau. Merci.